Avant ça, je vais expliquer un petit peu aux gens qui sont déjà là comment ça va se passer, pourquoi on fait ce live. Bon, du coup, c'est un live qui est organisé à l'occasion de la sortie de ton bouquin qui Ouais. s'appelle Les lapins ne mangent pas de carottes. Donc toi, pour présenter aux gens, mais bon, je pense que les gens commencent à te connaître un petit peu, mais, euh, mais du coup, tu es journaliste, mais tu es aussi producteur d'une émission de reportage qui s'appelle Sur le front. Donc en gros, Ouais. bah, si tu peux nous expliquer juste le concept rapidement, mais Ouais, parce qu'on connaît complètement. Bah, bien. c'est une émission qui passe tous les mois sur France 5, une fois par mois le lundi soir à 21h, et qui parle d'environnement en fait. C'est des enquêtes sur l'environnement. À chaque fois, on traite un sujet différent. La dernière fois, c'était le vin. Celle Ouais, d'avant, c'était sur la sécheresse. Celle d'avant, c'était sur les forêts. On a fait un truc aussi sur le saumon. Enfin voilà, à chaque fois, on fait un thème différent, le bâtiment, tout ça. Et ok. on enquête, donc c'est à la fois de l'investigation et puis on propose surtout des solutions pour proposer aux gens qui nous regardent des manières de faire différentes par rapport à ce qu'on va dénoncer dans le reportage, quoi. Pour être à la fois Ok. dans l'enquête et dans la proposition, parce que c'est bien beau d'enquêter, mais si on propose pas une alternative, ça n'a pas forcément d'intérêt. Voilà. Ouais, exactement, exactement. Et aussi, donc là, c'est la sortie de ton nouveau livre, mais t'es pas à ton premier livre, parce que si je me trompe pas, il y en a eu deux qui sont déjà sortis, Ouais, un tout en à fait. 2019 et un en 2020. Et Ouais. moi, il y a une première question d'intro qui me vient en tête, c'est pourquoi justement utiliser ce canal qui est le livre plutôt que juste rester à soit des reportages par rapport à ton émission ou bien juste des vidéos que tu fais un peu de manière régulière. Pourquoi choisir d'écrire aussi? Parce que c'est vraiment Alors déjà, c'est une expérience complètement différente pour moi. C'est-à-dire que moi, j'aime bien écrire et je trouve ça cool d'écrire au-delà Ouais, de faire des reportages à la télé. Et puis surtout, le vrai intérêt d'un bouquin, c'est que ça permet d'aller plus en profondeur dans les sujets. ok, Voilà, une émission de télé ou une vidéo sur les réseaux, sur TikTok, sur Insta, c'est bien, mais c'est plus formaté, c'est plus court, il faut être plus synthétique. On a moins le temps de développer et vraiment de creuser en profondeur les sujets. Et dans un ouais, bouquin, bah, on a toute la place nécessaire pour aller vraiment dans les détails, tout expliquer bien aux gens. Et je trouve que c'est complémentaire avec une émission de télé ou des vidéos sur les réseaux. Ça permet d'avoir une autre expérience et puis d'avoir ouais, plus de fond encore. Et puis c'est ok. plus intime aussi le livre. Un T'es objet avec les physique gens, aussi, hein. ouais, t'as Ouais, un côté physique, t'es avec les gens chez eux, en train, ouais, voilà, limite t'es dans leur salon, quoi, avec eux en train ouais. Et puis il y a un côté de aussi où je sais pas, une vidéo, on peut tomber dessus un petit peu par hasard. Comme ça, mais un livre finalement, enfin, quelqu'un a fait le choix de l'acheter et de le lire chez lui. Ouais, il y a un côté plus intimiste qui est Ouais, et puis aussi c'est plus intéressant, long. c'est vrai. C'est une expérience qui est plus Ouais, longue. C'est-à-dire qu'une émission de télé, bon ben voilà, en 1 heure c'est fini. Une vidéo sur les réseaux en 2 minutes c'est fini. Un ouais, bouquin, ça t'accompagne pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois quand c'est vraiment des gros bouquins. Et c'est un truc voilà, qui permet aussi d'aller plus en profondeur dans la relation avec les gens. ok. Bon, bah, très cool. En tout cas, pour expliquer aux gens qui nous rejoignent, du coup, dans ce live, on va un petit peu parler évidemment du livre. Le livre, il déconstruit un petit peu des idées reçues qu'on a sur les animaux, on l'a dit, mais il n'y a pas uniquement des informations sur les animaux, il y a aussi par rapport à la biodiversité en général. Du coup, c'est un peu, j'ai choisi quelques petites, soit anecdotes du livre, soit petites, je sais pas, petites histoires ou des idées reçues que j'avais envie que toi tu Ouais. expliques un petit peu aux gens qui font aussi partie de ce livre. Je précise aussi aux gens que il faut pas hésiter à poser des questions parce que Ouais. derrière on a une équipe qui sélectionne justement les questions et au fur et à Ouais, mesure du live, moi je vais. j'ai mon petit calepin et mon petit T'as ton stylo petit pour calepin, noter c'est vos parfait. questions. C'est parfait, c'est parfait. Et en tout cas, moi, j'ai aussi un ordi avec les questions qui vont arriver à côté. Donc, bah, au fur et à mesure, on va pouvoir répondre à vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à les poser, même si on n'y répond pas tout de suite, tout de suite. C'est possible qu'on y réponde ensuite dans le live. Et puis régulièrement, je vais aussi vous inviter à tapoter sur le live pour mettre des j'aime simplement et que le live soit un petit peu plus représenté. Donc, n'hésitez pas à liker le live, évidemment. Et puis bah, moi, la première chose dont j'avais envie de parler, c'était le titre, évidemment. Ouais. Le titre qui est assez accrocheur parce que les lapins ne mangent pas de carottes. Évidemment, on a toujours eu cette idée-là des lapins qui mangeaient des carottes. Et moi, j'avoue que je ne savais
pas du tout que finalement que c'était pas le cas, puisqu'évidemment là je pose pas la question aux gens parce que c'est le titre du bouquin et on se doute bien que c'est vrai. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où ça Ouais, bien vient, sûr. pourquoi ce titre? C'est un peu un truc anecdotique, hein. L'idée, c'était de faire un titre un peu marrant qui aiguise Ouais, la curiosité des gens, de pas faire un truc trop plombant, trop sérieux dès le début. Mais c'est vrai, en fait, on a l'impression que on a tous l'impression que les lapins, ils sont associés aux carottes, hein. Tu regardes des livres pour enfants, tu regardes des dessins animés. À chaque fois que le lapin est représenté, c'est avec une carotte. Et en fait, je suis ouais, parti de ce constat, c'est que moi, j'ai une fille qui a 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Et quand tu lui demandes il mange quoi le lapin, elle te dit une carotte, une carotte. Enfin, ouais, c'est automatique, c'est associé ouais, à cet animal-là. Et en fait, il se trouve que les lapins, ils mangent les fans des carottes, donc les feuilles vertes à l'extrémité des carottes, mais ils mangent pas, enfin dans la nature, ils mangent pas la carotte en tant que telle. C'est-à-dire qu'ils vont pas aller ouais, déterrer la carotte qui est une racine pour la manger, et ils vont juste manger les fans. Et il se trouve que la carotte, c'est pas bon pour le lapin. ouais, Non c'est ça, seulement. c'est ça qui est aussi qui est fou, c'est Ouais, que c'est pas seulement une idée reçue qu'on a et que c'est juste dans le fond comme ça peut être dangereux aussi en fait. Enfin, il y a un exactement. côté, Alors, il y a quelqu'un qui dit j'ai un lapin, il mange des carottes. Si tu lui donnes une carotte, il va la manger. Mais dans la nature, les lapins, ils le font pas. Ils les font que du côté domestique. Si tu leur donnes une carotte, ils vont la manger. Mais c'est pas bon pour eux, à tel point qu'il y a la plus grosse association de vétérinaires britanniques qui a dû faire un communiqué pour dire aux propriétaires de lapins arrêtez de donner des carottes à vos lapins parce que la plupart des problèmes de santé qu'ont les lapins qui se retrouvent chez le vétérinaire en Grande-Bretagne, c'est lié à une consommation excessive de carottes parce que c'est très sucré. Et en fait, les lapins, ils mangent pas de choses aussi sucrées en temps normal. Ils vont manger de l'herbe, ils vont manger du foin, ils vont manger des choses vertes. Et donc, ouais, s'ils mangent des carottes trop souvent, il va se retrouver avec des problèmes de santé, des problèmes de foie, des problèmes de peau, etc. Donc, c'est vraiment une idée reçue qu'on a, nous. Et ça vient je vois quelqu'un qui dit en commentaire, ça vient de Bugs Bunny. Bah ouais, carrément, ça ouais, vient voilà, c'est carrément ça. de Bugs L'anecdote est Bunny. assez marrante du coup. Bugs Bunny, c'est un personnage qui est très, très ancien maintenant. Il est né dans les années 30, donc on est plein de générations à avoir été Ouais. biberonné à cette image Bercé, du lapin bercé avec par, la carotte. ouais, Et en fait, il se trouve que le gars qui a dessiné Bugs Bunny s'est inspiré d'un film où il y avait un des personnages principaux qui arrêtait pas de manger une carotte et de parler très vite, mais c'était pas du tout un lapin, quoi. Donc il s'est ouais. inspiré de ça pour dessiner un lapin avec une carotte. Et puis depuis, ça fait boule de neige et tout le monde est persuadé que les lapins se nourrissent exclusivement de carottes, ce qui est vraiment pas du tout conseillé si vous voulez avoir un lapin qui meurt pas, quoi. En bonne santé, c'est Voilà. ça, Mais si tu veux, c'est ça. c'est un peu une anecdote. Et je pars de là pour expliquer qu'on a souvent une image qui est un peu faussée des animaux. On a souvent Exactement, en fait. l'impression de savoir ce que font les animaux. Par exemple, on va dire, voilà, les moutons, ils sont un peu bêtes, ils suivent la masse sans réfléchir. On va dire, les loups, ils sont Ouais, voilà. méchants. Les On loups, va ils sont dire, les méchants. porcs, ils sont sales. Voilà, on va dire plein de trucs qui correspondent pas du tout à la réalité et qui en fait font que cette image déformée qu'on a des animaux, ça va nous pousser à nous comporter de manière assez injuste avec eux. Parce qu'on va se mettre tout en haut de la pyramide des espèces. On va dire, ouais, nous, on est les plus forts, les humains, c'est les plus Ouais. intelligents, les Ça, animaux les plus on y développés. reviendra, c'est une On y bonne reviendra, chronique. d'accord. Ah, je vois oula, il y a 7000 personnes là. Salut Oui, tout le oui, monde. bah ça y est, 8000. oui, oui, c'est là où il faut dire bonjour. Et c'est là, et ça vient d'arriver, parce que je vais peut-être réexpliquer Ouais, un petit peu pourquoi on est là. Mais en gros, on est là aujourd'hui en live donc avec Hugo Clément enfin, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre qui s'appelle du coup Les lapins ne mangent pas de carottes. On vient de parler un petit peu du titre qui est évidemment un petit peu racoleur parce qu'il parle à beaucoup de monde évidemment. Mais derrière, il y a un vrai sujet de fond parce qu'on part de là et puis ensuite on va un petit peu débugger plusieurs idées reçues dans ce livre-là et parler du sujet de beaucoup plus de fond que juste cette petite anecdote-là. Et puis voilà, donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions à Hugo parce que nous, on va en sélectionner derrière et on va vous en poser, enfin, on va les poser à Hugo Clément directement pour puisse y répondre. Et puis, n'hésitez pas aussi à liker le live et pour le faire remonter aussi, ça ferait super plaisir. Et puis voilà, et moi, ce que je trouvais intéressant avec ce titre-là, et ce que je me suis rendu compte, c'est quand tu disais enfin, c'est marqué sur la quatrième de couverture, voilà les lapins ne mangent pas de carottes, les loups sont méchants, les moutons sont des suiveurs, etc. Ce qui est marrant, c'est que c'est des images qu'on a, mais dès l'enfance, en fait. ouais, C'est-à-dire que c'est comme, ça m'a fait un peu penser à ces périodes un peu sombres de l'histoire où on donne des idées tout de suite à la jeunesse pour qu'ensuite, quand ils grandissent, ils restent avec cette idée-là. En fait, c'est ça, c'est quand on a cette idée, moi je me souviens,
bah, quand on est petit et qu'on te dit bah, les loups sont méchants, on lit les fables de La Fontaine ou des trucs comme ça. Mais en fait, depuis très très longtemps, on a ces idées-là. Et donc, c'est intéressant de voir que finalement, pas du tout, quoi. Ouais, bah on est conditionné depuis tout petit pour avoir vraiment des idées reçues sur les animaux et pour surtout avoir le sentiment que nous-mêmes, on n'est pas des animaux. C'est-à-dire que Ouais, tu as beaucoup de gens qui n'ont pas conscience que l'être humain est un animal. On est des primates, des grands singes, de l'espèce Homo sapiens. Il y a eu d'autres espèces humaines avant nous, hein. Il y a eu l'homme de Néandertal, il y a eu Homo erectus, Homo habilis, etc. D'autres espèces humaines qui d'ailleurs ont vécu plus longtemps que ce que nous, on a vécu pour l'instant, parce que à l'échelle de la vie de la planète, on a l'impression qu'on a toujours été là, qu'on est les rois du monde, alors qu'on est une espèce très fragile qui est là depuis très peu de temps. ouais, Les premières traces, par rapport à oui, la Terre, voilà, etc. par rapport à l'âge de la Terre, les premières traces d'Homo sapiens, donc c'est notre espèce, Homo sapiens, elles remontent à peu près à 300 000 ans. Ouais. Alors qu'il y a des espèces qui sont nos contemporains, c'est-à-dire avec lesquels on partage la planète, par exemple les requins, qui sont là Mm. depuis des dizaines de millions d'années. Donc, ils sont là depuis beaucoup plus longtemps que nous. C'est le cas de plein d'insectes, c'est le cas des tortues, c'est le cas de beaucoup d'animaux. Donc, on est une espèce qui est très jeune à l'échelle de l'évolution, qui est là depuis vraiment pas beaucoup de temps et qui est très fragile. Et la crise du Covid nous l'a rappelé. On fait partie des espèces qui peuvent très bien un jour disparaître de cette planète et Disparaître on ne aussi, sait ouais. pas dans 1000 ans, dans 1500 ans, dans 2000 ans si on sera toujours là. Ouais. Par exemple, les dinosaures ont dominé la planète pendant des millions et des millions d'années. Et ben un jour, ils ont complètement Il a disparu. suffi de deux, trois trucs un peu climatiques Voilà, et ça a disparu, exactement. quoi. Et ce Ouais. que j'explique dans le livre, c'est que cette position qu'on se donne à nous de se dire on est tout en haut de la pyramide des espèces, on est les plus forts, on est les plus intelligents, non seulement c'est une erreur, et en plus, ça nous permet de justifier notre comportement qui détruit les autres animaux. Et pire que ça, j'ai envie de dire, qui détruit les écosystèmes dont on dépend nous-mêmes pour survivre. Parce qu'une idée reçue que j'essaye de déconstruire dans ce bouquin, c'est que l'être humain ne peut pas survivre seul. Ouais. On fait partie d'une chaîne, d'une grande chaîne, et on n'est qu'un maillon de cette chaîne-là. Et sans les autres espèces, même si parfois on ne comprend pas le lien qu'on a avec elles, on ne peut pas survivre. En fait, pour bien comprendre ça, faut prendre une image que j'aime bien, qui est une maison. La biodiversité, c'est comme une maison. On habite dans cette maison, et chaque brique de cette maison est une espèce. Si vous enlevez quelques briques, deux ou trois briques par là, il se passe Ça rien, vous ne voyez s'effondre pas la pas. Ouais. différence. Si vous enlevez une dizaine de briques, il commence à y avoir un peu des fissures. Mais bon, la maison est tient. Vous enlevez une centaine de briques, là, il y a des bouts de plafond qui commencent à vous tomber sur la tête. Et puis, si vous enlevez 1000 briques, 2000 briques, là, c'est toute la maison qui s'effondre et vous mourrez avec parce que vous êtes dans cette maison. Eh ben, la biodiversité, les autres espèces, c'est exactement ça. On a besoin des autres espèces pour vivre. Et c'est pour ça que Mm. c'est aussi important de se battre pour les autres animaux, pour la santé de l'environnement, parce que si on ne le fait pas, c'est nous au final qui allons disparaître et qui sommes menacés de disparition. Et ça, il faut vraiment bien le comprendre parce que c'est très important et ça permet de changer notre vision du monde. Déjà d'accepter qu'on n'est rien d'autre que des singes. On est des singes, Ouais. c'est ça la réalité. Et d'accepter qu'on n'est qu'une espèce parmi toutes les autres et qu'on n'est pas ni plus ni moins important que les autres espèces. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais envie de poser la question aux gens, est-ce que, bah, avant ce live, ou peut-être même avec les réflexions de chacun, est-ce que finalement, pardon, vous considérez l'homme finalement comme l'être le plus intelligent de la planète ou pas? Moi, de ce que j'ai compris, effectivement, c'est que finalement, l'intelligence, elle est pas unique, elle est plurielle. En fait, on n'a pas tous le même type d'intelligence, mais ça vaut aussi dans le règne animal parmi les animaux, mais ça vaut aussi au sein même de nous, les hommes. Enfin, on n'a pas tous la même intelligence parce que l'intelligence, elle est plurielle. On n'a pas tous la même manière de réfléchir, etc. Et en fait, enfin, cette idée-là de l'homme plus intelligent finalement que les autres, enfin, certains l'expliquent par exemple sur l'utilisation des outils. On a utilisé des outils, mais finalement, ce que tu dis, c'est que c'est pas propre à l'homme finalement ça. Enfin, Non, c'est pas propre à l'homme. Il y a d'autres espèces qui utilisent des outils, ça a été observé, y compris chez certains poissons. Je donne l'exemple dans le livre des corneilles, donc c'est ouais, des petits corbeaux, hein, c'est des ouais. corvidés, qui ont compris qu'ils pouvaient utiliser les voitures qui s'arrêtaient au feu rouge pour Ouais, casser ça, des c'est noix assez et manger ce incroyable, qu'il hein, y a à ça m'a. l'intérieur. Et donc, Ouais. ce qu'elles font, c'est qu'en fait, elles se mettent à des feux rouges, elles posent les noix devant les voitures quand le feu est rouge, elles s'enlèvent, le feu passe au vert, les voitures avancent et donc écrasent les noix, et puis elles reviennent chercher le contenu de la noix qui a été cassée. Donc, et il y a plein d'animaux qui utilisent
des outils, des objets de leur environnement pour arriver à leur fin, pour faire quelque chose. Mais surtout, ce que je dis, c'est que le fait d'utiliser un outil, alors moi, souvent, il y en a peut-être qui vont dire ça dans les commentaires, qui vont dire oui, mais nous, on est les seuls à pouvoir aller sur la Lune, à pouvoir construire des fusées, à avoir mis des satellites dans l'espace, etc. Ouais. Donc, on a une maîtrise de la technologie et des outils qui est extrêmement poussée, c'est vrai. Mais est-ce que c'est une preuve d'intelligence? Est-ce que Est-ce c'est que une c'est une preuve nécessité finalement? d'intelligence? Est-ce que oui. Est-ce que c'est une nécessité? Exactement, c'est ça la Ouais. question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est une preuve d'intelligence de fabriquer des choses inutiles? Parce Ouais. qu'on est probablement la seule espèce à fabriquer des choses dont on n'a pas besoin pour survivre. Ouais. Et donc, Et par besoin, on entend besoin, besoin besoin vital. naturel. Ouais, Oui, voilà. et puis même, et puis pire que ça, on fabrique des choses qui nous détruisent. On fabrique des Ouais. bombes, on fabrique des armes qui nous Ouais. permettent de nous entretuer, on fabrique des fusées qui permettent d'envoyer quelques milliardaires dans l'espace, qui vont payer 500 000 euros le ticket, qui vont polluer comme 15 000 personnes vont polluer en un an. Donc on fabrique des choses qui non seulement ne nous servent à rien en tant qu'espèce, mais en Mais en plus plus peut nous nous nuire mènent, aussi. nous nuisent et nous mènent vers la destruction. Et donc, Ouais. l'utilisation d'un outil en tant que tel n'est pas une preuve d'intelligence. Ouais. Il y a une scientifique que je cite dans le livre qui s'appelle Emmanuelle Puy-Debat, qui est une chercheuse au CNRS, une des plus grandes chercheuses sur la question d'intelligence animale en France, qui dit que pour elle, l'intelligence, c'est la capacité pour un individu ou une espèce de s'adapter à une nouvelle situation, à un changement de Ouais. situation, de comprendre que quelque chose change dans son environnement et de s'y adapter pour survivre. Et ben, si on prend ce critère-là, l'être humain fait pas partie aujourd'hui des espèces les plus intelligentes puisque on n'arrive pas à s'adapter aux changements qu'on a nous-mêmes créés. C'est-à-dire qu'avec le changement climatique, avec l'augmentation des tempêtes, des incendies, des phénomènes extrêmes, on crée ces choses-là à travers nos émissions de gaz à effet de serre, à travers la déforestation, et on n'arrive pas à s'adapter aux changements qu'on a nous-mêmes provoqués. Donc si on prend ce critère-là, c'est ce que dit Emmanuel Puy-Debat, on ferait plutôt partie des moins intelligents aujourd'hui que des plus intelligents. Et pour savoir si on est vraiment une espèce intelligente, il faudrait se projeter dans 10 000, 50 000 ans, 100 000 ans pour voir Hum. si on est toujours là. Et si on Ouais. est toujours là, effectivement, on aura probablement fait preuve d'intelligence. Mais moi, je ne prendrais pas le pari qu'on soit, qu'on soit l'espèce la plus durable de l'histoire de cette planète. Je pense que les fourmis, les cafards et plein d'autres espèces Ouais, nous ils ont déjà survivront. beaucoup d'avance sur nous. Ouais. Ils ont Et en beaucoup plus, d'avance sur nous, ça fait des millions d'années qu'ils sont là, et je pense ouais. qu'ils seront là bien après nous. Donc il faut qu'on fasse un gros Non. travail de modestie et qu'on comprenne que Ouais. on a besoin de tous les animaux, on a besoin d'avoir des espèces en bonne santé, on a besoin d'avoir des écosystèmes, des forêts, des rivières, des océans en bonne santé pour survivre et pour nous, êtres humains, pouvoir continuer à habiter cette planète. Ouais, complètement. Mais oui, oui, complètement. Et en fait, on l'a dit, du coup, l'intelligence, enfin, le mot intelligence veut tout et rien dire parce qu'elle est évidemment plurielle. Tout comme, en fait, la perception des sens qu'on a, chaque être humain. Et là, je fais un peu écho à une petite anecdote que tu disais sur le test du miroir, Ouais. que j'ai trouvé. Enfin, bah, tu sais que j'aime bien les petites anecdotes, les petites choses comme ça, mais je trouvais ça intéressant de voir ce test du miroir qui, en fait, qui confronte les animaux à un miroir avec une espèce de, d'après ce que j'ai compris, mais un petit Ouais. point de couleur sur le En front. fait, l'idée de ce test, c'est de savoir si les animaux ont conscience d'eux-mêmes, c'est-à-dire Ouais, se reconnaissent en fait. Et pour ça, effectivement, alors il y a plusieurs versions. Soit ils mettent une trace de peinture sur le front ou le corps d'un ouais, animal, ils mettent l'animal devant le miroir et ils regardent si l'animal essaye de s'enlever la tache ou de frotter la tache. Et s'il fait ça, bah, ils en concluent que bah, il comprend que le reflet dans la glace, c'est lui. c'est le sien. Et Ouais, donc, ouais. ils ont conclu qu'il a conscience de lui-même. Après, tu as d'autres versions où ils cachent de la nourriture et puis ils voient si l'animal arrive à utiliser le miroir pour trouver cette nourriture, ce qui, pareil, veut dire qu'il a conscience que c'est un reflet du monde et que c'est pas le monde réel. Ouais. Et il y a plein d'animaux qui passent ce test, hein. Il y a les cochons, Les le dauphins, je chien, crois. le singe, des cétacés, des dauphins, des pies, les oiseaux, Ouais, les c'est pies. Par contre, le chien ne passe pas. Et donc ça, c'est vachement intéressant, c'est-à-dire que le chien ne passe pas le test du miroir. Donc on pourrait en conclure que le chien est moins intelligent que le et cochon, moins intelligent. Oui, c'est en tout cas ça. n'a pas C'est conscience qu'on de a lui-même. basé l'intelligence de l'animal par rapport à ça, mais en fait, On c'est. a basé l'intelligence de l'animal par rapport à ça, et en fait on l'a basé par rapport à notre critère à nous. Parce que Ouais, on se base sur la vue avec ce test. Et on part du principe que tous les animaux, leur sens numéro un, c'est la vue. Mais un ouais, chien, un chat, un loup, etc., son sens numéro un, c'est pas la vue. Ça va être ouais, c'est l'odorat, l'odorat. ça va être Mm. l'ouïe.
Et donc, si vous faites le même test avec un chien en vous basant sur l'odorat, sur la finesse de son odorat, il va être probablement capable de se reconnaître lui-même et d'avoir conscience qu'il est Ouais. là, etc. Donc, c'est un Et à test qui est l'inverse, très nous, injuste. on serait on serait en bas de l'échelle, quoi, du coup. Ben, on serait peut-être en bas de l'échelle sur d'autres critères. En fait, on prend les Ouais. critères, nous, les êtres humains, qui nous arrangent. On dit Qui nous arrange, l'intelligence, c'est ça. c'est la taille du cerveau par rapport au reste du corps. Donc forcément, ça, c'est un critère qui nous arrange. Si tu prends comme critère la capacité de l'espèce à survivre le plus longtemps dans l'histoire de la Terre, on n'est pas les meilleurs pour l'instant. On est même Ouais. parmi les moins bons. Donc ça dépend vraiment du critère que tu prends. Si tu prends la capacité à communiquer de manière cryptée sur des très longues distances entre des individus sans avoir recours à de la technologie, les baleines, par exemple, ou les dauphins sont bien meilleurs que nous et bien plus performants que nous. Et ce que Ouais. je dis aussi et les éléphants aussi, Santiago dit les éléphants. Effectivement, les éléphants, c'est un très bon exemple. Ils ont une mémoire, ils ont une compréhension du monde, ils ont une mémoire des lieux et de l'espace. Ça aussi, c'est une des choses que je dis dans le livre. Souvent, les gens disent, oui, mais les êtres humains, nous, on est les seuls à avoir conscience du monde dans lequel on vit. On est les seuls à se représenter le monde dans lequel on vit et c'est ça qui fait qu'on est les plus intelligents. Il y a plein d'autres animaux qui arrivent à se représenter le monde dans lequel on vit. Je prends l'exemple des orang-outans, par exemple, qui planifient leur trajet à l'avance. C'est-à-dire qu'ils sont capables de préparer un déplacement, de savoir où ils veulent aller, par où ils vont passer. Ouais. Les éléphants ont une très bonne mémoire de l'espace. Il y a des oiseaux qui arrivent à cacher la nourriture dans des endroits et à venir la rechercher des mois après. Donc, ce qui suppose de se rappeler où ils l'ont mis, d'avoir Ouais. une visualisation de l'espace, Visualisation dans du temps, l'espace qui est folle. aussi, une notion du temps, c'est-à-dire qu'ils cachent quelque chose pour plus tard. Donc ça veut dire qu'ils ont conscience que le temps avance, que la période de demain n'est pas la même qu'aujourd'hui. Donc on a beaucoup vraiment toutes ces idées reçues sur les animaux. Et en fait, on se rend compte, et dans ce livre, j'ai parlé énormément avec les scientifiques qui travaillent sur l'intelligence animale. Et ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'ils nous disent, et c'est ce que je dis dans le livre, ils nous disent, on n'est pas assez intelligent pour comprendre la complexité de l'intelligence des autres. Ouais. Et donc, il faut être Oui, modeste parce qu'en fait, oui, c'est ça. voilà, le Nicolas Matevon, par exemple, qui est un gars passionnant, qui est un bioacousticien, qui travaille sur les échanges d'informations entre les animaux, notamment sur les baleines, bah, il dit, il faut être honnête, nous les scientifiques, on ne sait pas ce que se disent les baleines. On ne sait pas ce Ouais. qu'elles se disent, on ne sait pas ce qu'elles pensent, on ne sait pas Oui, c'est pourquoi là elles où chantent. on doit être modeste là-dessus, c'est qu'on n'est pas Exactement, capable de tout décrypter. En fait, oui, c'est peut-être là notre plus grande exactement, faiblesse, c'est de croire que c'est possible et non. On a une tout à question fait. qui est presque un peu philosophique de Le Clan du Néant qui nous dit, en fait, l'humain a juste conscience de sa conscience. Est-ce que c'est là la différence? C'est-à-dire qu'on Bah, arrive c'est à... c'est ce qu'on vient de dire. C'est ce qu'on vient Oui, de c'est dire ça. avec le test du miroir, c'est qu'il y a des animaux qui ont conscience de leur conscience, et ça a été démontré. Donc c'est pas un critère, si tu veux, qui permet de classifier l'intelligence. Et puis surtout, ce qu'il faut Oui, c'est pas comprendre, c'est que suffisant du tout. Ouais. c'est pas suffisant. On ne sait pas mesurer ça chez plein d'espèces. Ouais. On n'a pas les outils scientifiques pour savoir si d'autres espèces très éloignées de nous, notamment des insectes, des invertébrés, ont conscience d'eux-mêmes. On ne le sait pas puisqu'on ne sait pas mesurer leur intelligence. On n'a pas les outils scientifiques qui nous permettent de faire ces tests-là. Donc en fait, la conclusion, ça doit être on ne sait pas. Et si on ne sait pas, bah dans le doute, évitons de tout détruire en disant que de toute manière, les autres sont nuls. Voilà, Ouais, oui, c'est ça peut-être. c'est un peu ça la Ouais. conclusion. Ouais. Ouais, je vois. On va passer à un deuxième sujet que j'ai choisi parce qu'en vrai, moi, enfin, puisque moi, j'ai lu au préalable évidemment le Attends, livre. pardon César, je réponds Ah, juste à vas-y, une question. Il y a quelqu'un qui dit vas-y. certes, mais c'est toujours le même, le clan du néo, certes, mais on a conscience du bien et du mal. Eh bien, figure-toi que ça, on n'est pas les seuls. Ça, c'est la question de l'empathie, c'est-à-dire de savoir si chez d'autres espèces, il y a des actions qui ne répondent pas simplement à l'instinct, mais qui répondent à des critères éthiques. C'est-à-dire que souvent, on pense que les animaux n'agissent que par instinct. En gros, j'ai faim, j'ai soif, j'ai peur, je veux me reproduire. En gros, on pense que Mm. les animaux, ils agissent comme ça. Alors déjà, nous aussi, hein, dans certaines situations, nous aussi, on agit comme ça. Et puis en plus, ça a été observé chez plein d'autres espèces, notamment chez les chimpanzés, qu'il y a des attitudes éthiques. C'est-à-dire que des chimpanzés font des choix qui ne répondent pas à leur intérêt individuel, qui n'ont aucun intérêt en termes de survie, mais qui sont simplement du bien envers d'autres. Par exemple, je Ouais. raconte dans le livre le cas d'un chimpanzé qui a été étudié, qui a pris sous son aile les bébés d'un autre chimpanzé qui étaient blessés dans un retard de développement et qui les a aidés à se développer, à gagner leur place dans le groupe, qui les a nourris, c'est-à-dire qui a accepté de laisser une partie de sa nourriture pour des êtres de son groupe avec lesquels il n'avait pas de lien. C'est pas ses petits frères, c'est pas ses enfants. Et donc, il s'est sacrifié pour le bien
d'autres individus, comme nous, les êtres humains, on est capable de le faire, comme les Ouais. pompiers sont capables de mettre leur vie en danger quand ils vont sauver quelqu'un de manière désintéressée. Et donc, on n'est vraiment pas les seuls animaux à être capables d'empathie. Les éléphants aussi, ça a été montré qu'il y a beaucoup d'empathie chez les éléphants, les membres d'un groupe, ils s'entraident pour se sortir d'une situation délicate, même quand eux ne sont pas en danger. Donc ça se voit souvent que le bébé d'un des éléphants se retrouve piégé dans une mare ou dans un passage un peu de rivière. Il n'arrive pas à en sortir. Ben, il n'y a pas que le père de l'éléphant ou la mère de l'éléphant qui vient Ouais. l'aider. Il y a tout le Il groupe y a tous qui les vient autres ouais, qui viennent. aider ce petit éléphanteau pour pas le laisser dans une situation difficile. Et Ouais. donc Et il puis y a plein les images sont d'exemples. souvent très belles parce qu'en vrai, Et ouais. ça a Et, déjà été filmé ce genre de scène et donc c'est sûr que, enfin, c'est évidemment bien sûr sûr. que ça existe, mais c'est en plus il y a un côté qui est très beau aussi à voir ce genre d'image et de prendre conscience de ça, c'est aussi important. Du coup, je veux passer juste au deuxième sujet. De toute façon, je pense enfin, j'ai préparé quelques trucs, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de tout voir. Mais il y a un sujet où j'avais envie d'en parler parce que finalement, quand je l'ai lu, ça m'a directement fait penser à moi, à mon expérience, c'est les zoos. Parce que Ouais. quand on commence à lire le paragraphe, effectivement, on se rend compte que on a un petit peu des préjugés sur les zoos. Moi, je suis très intéressé par les animaux, surtout les félins, par exemple, ce genre de choses. Ouais. Et parce que j'ai lu, ça peut être des encyclopédies, mais aussi parce que je suis allé au zoo et que c'est évidemment une manière de découvrir pour un enfant des nouveaux animaux et des nouvelles choses. Et il y a moi je voulais commencer aussi par une anecdote qui m'avait qui m'a un peu fait tilt, c'est l'anecdote des tigres blancs. Parce que moi je me souviens que j'ai tout de suite accroché avec les félins par exemple. Enfin, j'ai tout de suite trouvé que c'était majestueux, etc. Et encore plus les tigres blancs parce que c'est d'autant plus rare. Et en fait, je savais pas du tout l'histoire qu'il y avait derrière les tigres blancs, qui est assez folle en fait. Donc, je sais pas si tu veux raconter par rapport à Bien sûr. Mohan, Ouais. le premier. Bah, c'est vrai que l'argument de beaucoup de zoos, c'est de dire, voilà, on permet aux gens d'apprendre, de découvrir les animaux et du coup de mieux les Ouais. protéger après. Bon, sur le principe, pourquoi pas. Sauf qu'effectivement, par exemple, dans l'exemple des tigres blancs que tu donnes, le Mm. tigre blanc est une espèce qui n'existe pas à l'état naturel. Ouais. C'est ce que je raconte dans le livre. En fait, c'est un individu à la fin du 19e siècle, enfin au début du 20e siècle, pardon, qui en Inde a été trouvé par un Maharaja, donc un espèce de roi indien, qui présentait une malformation génétique et qui donc était blanc. Il n'était pas albinos, mais c'était une Ouais. malformation génétique. Ouais, Il c'est était différent, blanc. c'est différent. Ouais. Voilà, c'était le seul tigre blanc, mais qui était issu de l'espèce des tigres normaux, on va dire, donc de couleur normale. Ouais. Et donc ce Maharaja, il a trouvé ça super beau, et donc il a capturé, et il a voulu perpétuer la lignée, donc faire en sorte que d'avoir encore des tigres blancs quand son tigre blanc d'origine allait mourir. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait s'accoupler le tigre blanc avec une tigresse normale. Et là, il a été vachement déçu parce qu'il a vu que tous les petits C'est tigros normal, étaient ouais. normaux, enfin de couleur normale. Il n'y avait pas de tigre blanc. Donc là, il s'est dit merde, ça va pas marcher. Donc il a fait s'accoupler le père tigre blanc avec une de ses propres filles. Et là, ça a marché et ça a donné des bébés tigres blancs. Je crois que quatre bébés tigres Quatre blancs. bébés tigres blancs. Et en fait, depuis cette époque-là, tous les tigres blancs du monde qui sont dans les zoos sont issus d'un seul individu, de C'est cet fou. individu. Donc c'est de la pure fabrication complètement artificielle d'une espèce qui n'existe pas et qu'on maintient artificiellement en vie, en captivité, dans un objectif de business, puisque c'est fait pour faire venir les visiteurs. Quand il y a un tigre blanc dans un zoo, tu es sûr que tu vas augmenter ta fréquentation, que ça va vendre plus de billets, etc. Donc Et là, ça, en plus, on est dans ouais, l'inverse de la conservation, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de protéger une espèce qui est menacée, on a fabriqué une espèce artificiellement qu'on garde en captivité simplement pour faire du business avec. Et ça, oui, et en et plus, ça, ouais. excuse-moi, je te coupe, mais Non, vas-y, vas-y. enfin, c'est un côté où c'est pas juste anodin, c'est pas anodin parce que finalement, des individus qui sont issus d'un même individu, en fait, c'est de la consanguinité, et la consanguinité, c'est pas juste, enfin, c'est pas anodin, ça a plein de Complètement. conséquences physiques sur les animaux. Ouais, C'est des animaux qui grandissent mal, c'est des animaux qui ont des malformations, et tout à donc fait. finalement, c'est perpétuer une espèce qui, dans Qui la souffre. nature, en fait, disparaîtrait. Ah, Non mais seulement parce que exactement. Et le puis, pelage, bah ouais, il est pas blanc et il se un camoufle tigre plus. blanc dans la jungle, si tu veux, pour chasser, pour arriver à attraper des proies, il aurait du mal, quoi. Et Ouais, c'est c'est une vrai étoile ce que filante. tous les tigres blancs dans les eaux,
ont une espérance de vie déjà très faible, des problèmes respiratoires, des problèmes de strabisme, tous ces problèmes-là liés à la consanguinité. Donc en fait, c'est des animaux qui non seulement sont enfermés, mais en plus sont en souffrance, quoi. Et tout ça simplement pour du business. Donc ça montre bien qu'il y a quand même une limite au discours des zoos de dire qu'ils Ouais. sont là pour la conservation, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font rien pour la conservation, hein. C'est ce que je dis dans le livre, il ne faut pas non plus tomber dans la caricature. Certains zoos participent à des programmes de conservation, de réintroduction, ça c'est une réalité, mais globalement, ça reste quand même des entreprises dont l'objectif est de faire de l'argent, et c'est pas des associations qui sont là pour protéger les animaux, quoi. Voilà. Ouais, complètement, complètement. Et je réponds à un commentaire que je viens de voir passer, qui est vachement Vas-y. intéressant. Il dit oui, mais on apprend dans on apprend dans les zoos, on apprend à connaître les animaux dans les zoos. Euh, alors moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, et je l'explique dans le livre, parce que dans un zoo, on n'apprend rien sur les animaux. Alors, on apprend ce qu'on lit sur les panneaux, c'est-à-dire qu'on va aller devant l'enclos des autruches et on va apprendre, voilà, une autruche, elle court jusqu'à 50 km/h, enfin, c'est Ouais, probablement ça plus fait autant de d'ailleurs. centimètres au garrot. Voilà, ça fait 100 cm, tel poids, voilà. Donc ça, tu apprends effectivement en lisant sur le panneau. Mais ça, tu peux le lire dans un livre, tu peux le lire sur Internet, tu peux le lire dans des documentaires à la télé. Tu ne fais que lire un panneau. En observant un animal enfermé dans un zoo, tu n'apprends rien sur cet animal dans son milieu naturel, puisque le comportement d'un animal enfermé n'a strictement rien à voir avec Mm. celui de ses congénères qui sont libres. Tu n'apprends rien sur les lions en regardant un lion enfermé dans un zoo. Tu n'apprends rien sur les crocodiles en regardant un crocodile qui est nourri toute la journée dans un zoo. Si tu Ouais. veux apprendre vraiment sur le comportement de ces animaux et savoir comment ils vivent dans la nature sauvage, soit tu regardes des documentaires à la télé, soit tu as la chance de pouvoir aller les observer dans la réalité. Mais d'observer un animal enfermé dans un enclos, aussi beau soit-il, tu n'apprends rien sur lui. Tu apprends Oui. simplement ce que c'est d'être un lion Oui, c'est enfermé. d'ailleurs c'est ce qui était Voilà. expliqué même enfin pour les cétacés par exemple, on a beau les observer dans une piscine, on n'a jamais vu une piscine aussi grande. Mais en fait, enfin, n'a strictement rien à voir avec ce qu'ils peuvent avoir dans la nature évidemment. Exactement. Euh, donc moi j'avais fait un petit lien entre cette histoire de tigre et en fait tu expliques aussi toute ton aventure avec Fort Boyard, etc. Et ça c'est pas non plus anodin parce que derrière il y a eu, enfin c'est pas grâce à ça, mais derrière il y a eu des conséquences et notamment avec Barbara Pompili, je crois que c'était en Ouais. 2020, voilà. Et en fait, si tu peux nous raconter un petit peu ton expérience avec Fort Boyard, je fais le lien avec les tigres finalement, mais et je pose avant Ouais. une question pour les gens, un petit peu, parce que moi, il y a un chiffre qui m'a un petit peu choqué. C'est pour eux, combien est-ce qu'il y a de tigres dans le monde qui sont en captivité et combien il y a de tigres sauvages. Ouais. Et on y répondra après. Mais Alors, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais il me semble qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de tigres en captivité et à ouais, peine et quelques milliers 4000, c'est et 4000, 4000 4000 en seulement. En gros, il liberté. y a que 4000 Ouais, tigres sauvages dans le monde et 14 000 en captivité. tout à fait. Ouais. Moi, c'est un chiffre qui m'a vraiment choqué parce que, franchement, honnêtement, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de tigres sauvages que ça. Parce que Ouais. 4000, ça commence à être un chiffre où ça se compte Ah en bah bien une sûr, fois. mais il y a plein d'espèces malheureusement. On pourrait parler des gorilles de montagne aussi. Il y en a plus que 1000. Il y a plein d'espèces où on arrive vraiment sur la toute fin des effectifs et où dans quelques années, il est malheureusement probable que pas mal de ces espèces n'existent plus en fait et Ouais, qu'on les voit que dans les documentaires ou dans les zoos. Et alors c'est là que les zoos disent oui, mais c'est pour ça qu'on est utile, c'est parce qu'on au moins on garde les animaux et puis si jamais un jour ils disparaissent dans la nature, on les aura chez nous. Mais à quoi bon? Ça sert à quoi? Puisque si les animaux disparaissent dans la nature, c'est parce que leur environnement est détruit. Les tigres, s'ils disparaissent, c'est parce que les forêts dans lesquelles ils vivent disparaissent, c'est parce que ils sont peut-être chassés, c'est parce qu'il y a des activités industrielles qui font disparaître le milieu naturel de ces animaux. Donc s'ils disparaissent, c'est qu'il y a bien une raison. Et les ouais, garder en captivité juste pour avoir une espèce de collection d'espèces en captivité qui n'ont aucune chance de retrouver la nature puisque leur environnement naturel a disparu, ça ne sert à rien. ouais, C'est comme collectionner des timbres ou des tableaux. C'est simplement ce truc qu'on a, nous les humains, de vouloir collectionner les choses et de pouvoir avoir une collection de plein de choses. Mais ça ne sert à rien d'un point de vue scientifique, quoi. Donc, parce oui, que en fait, étudier une espèce en captivité qui a disparu dans la nature, ça ne sert à oui, rien. Ça ne sert à rien. Donc, et en ouais, plus, les zoos le disent eux-mêmes, réintroduire un animal captif dans le milieu naturel, c'est extrêmement compliqué. Réintroduire un lion ou un tigre qui a qui grandi en était en captivité dans la captivité. nature, c'est Bah quasiment ouais. impossible. C'est voire impossible parce qu'il n'a jamais appris à chasser, parce qu'il ne survivra pas 2 semaines dans la nature. Donc Mm. voilà, c'est tout ce que j'explique dans ce chapitre sur les zoos.
Ok, on a une question de Etam07 qui nous demande si on Ouais. peut reprendre rapidement la partie où on expliquait l'origine du tigre blanc. Mais enfin très rapidement, si tu Ouais. peux lui refaire. Mais bon, Bon, en gros les tigres en blancs, gros, il y a aucun tigre blanc qui existe aujourd'hui de manière sauvage dans la ouais. nature. Ils sont tous issus d'un même tigre blanc qui a été trouvé une fois en Inde. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les tigres blancs, c'est tous des consanguins finalement, et qu'ils ont Ouais. des malformations et que c'est pas du tout naturel. Voilà, Exactement. Très bien globalement. résumé. C'est ça. Voilà. Voilà, on va dire. Et oui, du coup, j'avais envie de savoir un petit peu, toi, l'expérience que tu avais eue de ces animaux en captivité, et notamment avec, tu expliquais ton expérience avec Fort Boyard, qui je trouve enfin, Ouais. est assez intéressante parce on connaît tous évidemment les tigres qui sont à Fort Boyard. Depuis février 2022, ils ont disparu. Tout ça, c'est Ouais. pas non plus anodin. Enfin, Bah, je peux raconter, hein, parce que, ouais, en fait, donc moi, pour la petite histoire, j'ai rencontré ma compagne actuelle, ouais, Alexandra, à Fort Boyard. On était dans la même équipe. Donc, c'est plutôt sympa pour se rencontrer, c'est plutôt marrant. Et moi, j'ai toujours été effectivement dérangé par la présence de ces tigres à Fort Boyard qui étaient dans des petites cages au milieu de l'océan. Enfin, c'est pas du tout la place d'un tigre. Et ouais, donc, j'ai toujours refusé, en allant à Fort Boyard, de participer aux épreuves qui impliquaient ces tigres-là. Je voulais pas participer à ces épreuves, donc la production avait gentiment accepté. Voilà. Et après ma première participation, j'y suis allé une deuxième fois et j'ai dit plusieurs fois voilà, à la productrice, Alexia Laroche-Joubert, je lui avais dit, on a échangé ensemble en lui disant voilà, ça serait bien d'évoluer, ça serait bien d'enlever les tigres parce qu'en vrai, Fort Boyard, et d'ailleurs on l'a vu cet été, hein, en audience, ça a toujours aussi bien marché. Les gens ne regardent pas pour voir les tigres, les gens ils regardent oui. pour voir les épreuves, les trucs à sensations fortes, les candidats qui paniquent, qui sont enfermés dans des machins. Exactement, ouais. C'est pas le fondement de l'émission, c'est pas ça. Voilà, c'est une Même si on a image. cette image-là, parce que Une... depuis Ouais, qu'on est tout petit, on regarde, il y a tête de bien sûr. tigre, machin, bon, voilà. Voilà, mais bon, c'est pas indispensable au fonctionnement de l'émission et cet Ouais, été l'a prouve. Quoi. Voilà, cet été c'était la première saison sans tigre et ça a très bien marché, il n'y a pas eu de souci. Donc voilà, j'avais dit plusieurs fois, ça serait bien d'arrêter ça. On s'était aussi mobilisé avec les associations pour faire des pétitions, pour demander au gouvernement d'interdire l'utilisation d'animaux sauvages pour le divertissement, notamment à la télé. Et ça a abouti, puisqu'il y a une loi qui a été votée en ce sens, ouais, et Fort Boyard a anticipé un peu cette loi en décidant de ne plus utiliser les tigres et de les laisser tranquilles à terre, de ne plus les transporter dans les cages jusqu'au fort tous les printemps. Et c'est super. Et ça montre que les choses peuvent bouger et qu'on peut, par le dialogue, par la mobilisation, ouais, obtenir des changements et arriver à avoir des choses qui vont dans le bon sens. Quoi. Tout n'est pas ouais, figé. Et c'est pour ça que souvent, l'argument quand on parle des animaux, que ce soit pour la chasse, la corrida, l'élevage, etc., on dit c'est la tradition. C'est un argument qui revient tout le temps. Oui, mais c'est comme ça, c'est la tradition. Et comme si, parce qu'on faisait quelque chose depuis très longtemps, ça justifiait le fait qu'on continue à faire ouais, cette chose-là. Et c'est pas un effectivement. argument, parce qu'avec la tradition, tu justifies toutes les pires saloperies Ouais, qui existent sur cette terre. Tu justifies le fait, dans certains pays, de circoncire les petites filles. Ah bah oui, mais c'est la tradition, c'est comme ça. Tu justifies plein de choses horribles. Donc, la tradition n'est pas un argument, quoi. Vraiment, c'est pas parce qu'on fait quelque chose depuis longtemps qu'il faut continuer à le faire. Il faut qu'on se pose la question de ouais. savoir est-ce que telle ou telle pratique, on peut pas changer, on peut pas arrêter, on peut pas évoluer. Voilà, tout ça, c'est des questions légitimes, Oui, quoi. c'est figé. Et d'ailleurs, il y a eu aucune époque où tout est resté figé dans le temps. Enfin, je veux dire, on vit avec son temps. Et c'est pour ça qu'il faut pas À une non époque, plus. la tradition, César, c'était les combats de gladiateurs, hein. Oui, voilà, Donc voilà. exactement. Bon, bah c'est interdit aujourd'hui, quoi. Non, et puis c'est aussi dans ce sens-là que je trouve intéressant qu'il faut pas non plus blâmer ce qui a été fait complètement par le passé Pardon, à chaque fois, j'ai parce dit que une connerie. J'ai dit une connerie. Je dis circoncire les petites filles, c'est évidemment une oui, bêtise. On oui, excise les petites filles. On Nexus, oui, excise les exactement. circoncisions, Oui, ça n'a rien à voir. c'est plutôt Voilà. pas pour les petites filles. L'excision des petites filles, pardon. Oui. Mais du coup, moi, ce qui est intéressant, c'est aussi, c'est pour ça qu'il faut pas non plus blâmer le passé, etc. Parce que finalement, s'il y a eu des tigres à Fort Boyard ou s'il y a eu des animaux dans le cirque, tu parles de Bouglione par exemple, qui ont enlevé complètement les animaux. Mais en fait, finalement, ça a fait partie de l'histoire et je pense qu'il faut pas non plus blâmer le passé. Il faut se concentrer sur le présent et c'est pour ça que c'est comme ça qu'on évolue finalement. Enfin, Bien sûr. rien, aucune Bien époque sûr. n'est parfaite. Il y a encore beaucoup de choses qui vont changer. Et d'ailleurs, cette loi qui a été votée en 2020,
Concrètement, elle change quoi en fait cette loi qui a été votée? Alors, elle change plusieurs choses. Donc, bon, ce qui est positif, c'est qu'elle a été votée. Ce qui est un peu relou, c'est qu'il faille attendre 5 ou 7 ans pour qu'elle soit mise en application. Ouais. Donc, elle a été votée, mais c'est pas encore appliqué. En gros, elle dit la loi que on n'a plus le droit d'utiliser les animaux sauvages dans les cirques. Donc, plus de lions, d'éléphants dans les cirques, ce qui est très bien parce que ce sont des animaux qui souffraient énormément de l'itinérance, c'est-à-dire du fait de toujours être trimballés dans des camions à droite à gauche. On a tous vu, hein, des fois, sur des parkings de centres commerciaux, des lions en bord de route, dans des toutes petites cages. Enfin, voilà, tout ça Oui, est mais vraiment même une dans les violence pour les ménageries animaux, des ou cirques, même dans les ménageries. finalement, on Donc se tout ça, balade. voilà, ça c'est interdit. Enfin, ça va être interdit, ça a été voté. Interdiction d'utiliser les animaux sauvages dans les cirques. Fermeture des delphinariums, c'est-à-dire interdiction d'exploiter des dauphins ou des orques dans des delphinariums pour leur faire des sauts dans des toutes petites piscines, parce que ça, c'est aussi, et ça a été très bien étudié par les scientifiques, c'est aussi une source énorme de souffrance pour ces animaux-là, hein, c'est comme si on était enfermé dans une toute petite pièce toute notre vie. Voilà. Ouais. Euh, Fermeture aussi, la loi a dit aussi fermeture des élevages de visons pour la fourrure. Donc le vison, qui est un petit animal poilu et qui était enfermé dans des cages et on le tuait pour la fourrure, pour faire des Bon, manteaux à 2000 balles portés par des mamies. Donc, ouais, donc c'est voilà, ça. tout ça, ça a été interdit. Quoi d'autre? Il y a Enfin, l'interdiction de ouais, c'est vendre. une grosse loi, quoi. Il y a eu beaucoup, Ouais, c'est quand beaucoup même une loi de. importante. Alors, ça concerne pas énormément d'animaux. Hein, voilà, c'est pas une loi qui touche l'élevage intensif ou qui touche la chasse, mais c'est des choses assez symboliques. Et il y a aussi l'interdiction de vendre les chiens et les chats en animalerie, où vraiment les chiens et les chats étaient considérés comme des objets et très souvent maltraités. Donc ça, ça fait aussi partie de la loi. Donc c'est vrai que c'est une vraie avancée. C'est pas l'idéal, on aurait pu faire mieux, mais c'est déjà des premières victoires. Ok, bon, bah, très chouette. Ensuite, j'avais envie de parler d'un sujet qui est complètement différent parce que ça touche pas directement aux animaux, sauf si évidemment on considère l'homme comme un animal. Mais voilà, moi j'avais envie de poser une question aux gens. Cette question, c'était, selon eux, quel est le pays qui produit le plus d'avocats dans le monde? C'est la question d'intro, mais je pense que du coup, tu sais de quel sujet je vais Quel est parler. le pays qui produit le plus d'avocats dans le monde? Plus d'avocats C'est dans le le, monde, ouais. Et c'est c'est le un pays Mexique. qui fait 35% de la production Ouais. d'avocats dans le monde. Et c'est de ce pays-là dont on va parler parce qu'il y a une histoire qui est finalement très touchante et qui, en plus, enfin, toi, je crois que tu es allé sur place, donc ça doit être encore plus touchant. C'est celle Ouais. d'Homero Gomez. Ouais. Homero Gomez qui lui était donc propriétaire d'un sanctuaire qui s'appelle El Rosario, je crois. Ouais, tout à fait. Et en fait, lui, il visait à protéger un lieu qui était en fait un lieu, comment dire, qui faisait partie du cycle de vie des papillons. J'ai oublié les noms. Monarques, J'ai les oublié les noms. papillons monarques, Monarques, des gros exactement. papillons oranges Ouais, qui c'est sont à peu ça. près C'est ça, c'est les la gros. taille d'une paume de main et qui sont Ouais, des papillons migrateurs assez incroyables qui viennent passer l'hiver en Mexique et ouais, qui vivent le reste de l'année au Canada ou aux États-Unis. Donc ils parcourent des ouais. milliers de kilomètres. Et donc lui, il a eu une expérience très difficile puisque en fait, parce qu'il faisait ce sanctuaire, il a été tout simplement assassiné. Ouais. Et pour quelle raison en fait, si tu veux nous Bah, en fait, expliquer. donc oui, au Mexique, il y a beaucoup de déforestation pour planter des avocats parce que ça rapporte énormément d'argent. Hein, c'est ce qu'ils appellent l'or vert là-bas. Et c'est un business qui est en partie contrôlé par les cartels. Les Ouais. cartels font du trafic de drogue, d'armes, etc. Mais qui font aussi du trafic d'avocats, enfin du business d'avocats. Et donc, ils rasent des forêts pour mettre des avocatiers à la place. Et il se trouve que Homero Gomez, le gars dont on parle, il avait fondé un sanctuaire qui protégeait les papillons, parce qu'en gros, les papillons monarques, ils vont dans un seul endroit au Mexique, qui est une zone toute petite, hein, c'est une petite forêt avec voilà, quelques centaines d'arbres, et ils vont nulle part ailleurs. Donc si cette forêt disparaît, les papillons monarques disparaissent du Aussi, Mexique. ouais. Et donc il a créé un sanctuaire pour que cette forêt soit intouchable et que ces papillons puissent être préservés. C'est un spectacle magnifique, il y a des millions de papillons, c'est incroyable. Et il se trouve qu'il a été enlevé, on a retrouvé son corps au fond d'un puits, assassiné, et on ne sait pas hein, qui l'a tué, mais les grosses suspicions, c'est quand même que c'est effectivement des membres d'un cartel qui l'ont supprimé pour pouvoir raser ce sanctuaire et planter des avocats à la place. Ouais, parce Et qu'en fait, moi j'étais un petit peu au courant qu'il y avait ces histoires de cartel au niveau des avocats. Je savais aussi que les avocats, ça demande aussi énormément de ressources pour que ça pousse, tout simplement. ouais, Mais je savais pas qu'il y avait une telle. Enfin, finalement, c'est une vraie guerre au niveau. ah, c'est une Enfin, c'est guerre de devenu une fou. guerre parce que finalement, même les cultivateurs d'avocatiers sont obligés de s'armer
pour justement Ouais, faire face aux assauts des braconniers, ouais, enfin ouais, braconniers. complètement. En fait, comme la police au Mexique est complètement corrompue, les producteurs d'avocats, ils se font racketter, enlever, assassiner par des membres du cartel qui veulent les racketter, en fait, hein. Et donc, ils s'arment eux-mêmes, ils créent ce qu'ils appellent des milices d'autodéfense. Donc, ils ont des calaches, des fusils d'assaut, et ils Ouais, c'est patrouillent fou. eux-mêmes dans leur champ d'avocats pour affronter les gars des cartels qui viennent leur piquer leur récolte, quoi. Donc, c'est vraiment une Ouais. guerre, une vraie guerre, quoi, avec des morts, Ouais. des fusils, des voilà. C'est pas simplement une expression, c'est vraiment une guerre. Et ils sont livrés à eux-mêmes, ces cultivateurs, et la police ne fait rien. À tel point qu'on a rencontré, pour vous donner une idée de la corruption, on a rencontré un groupe de mafieux, donc du cartel des chevaliers du temple, c'est comme ça que ça s'appelle, non, les cavalerios templarios en espagnol, on les a suivis pendant qu'ils allaient couper des arbres dans une forêt. Et le patron enfin le chef de la bande, dans le civil, est policier. Donc le mec est à la fois policier et chef de bande dans un cartel. C'est pour te donner une idée du Ah niveau de ouais, c'est fou. corruption qu'il y Oui, a de dans la ce pays. corruption. Donc C'est forcément, c'est c'est fou. c'est- Ah c'est oui, vraiment hallucinant, quoi. pour ceux qui ont répondu à la question, effectivement, le pays qui est où C'est il le y a le Mexique. plus de production d'avocats, c'est le Mexique. C'est de ce pays-là dont on parle. Et il y a notamment une région, la région où tu es allé, du coup, qui produit trois quarts des avocats du Mexique. Donc, ce qui fait une Ouais, production énorme, hein. Le Mexique, c'est 1,9 million de tonnes ouais. d'avocats par an. Et en fait, on n'est pas toujours au courant quand nous, on va chercher nos avocats. Enfin, on n'est pas au Ouais. courant que derrière, il y a non seulement un problème écologique, mais il y a aussi un problème, j'allais dire, plus politique ou géopolitique, qui est Non. celui des cartels. Et en fait, finalement, acheter ces avocats, ça revient aussi à participer aussi à ces problèmes. Et en fait, Bah oui, mais parce que les gens le savent pas, quoi. Les gens le savent pas. oui, Quand tu vas voilà, au supermarché, que tu vois avocat Mexique, bon, tu te dis pas que derrière il y a des morts, il y a une guerre, il y a du sang, il y a des forêts rasées, mais on peut pas reprocher aux gens en fait d'acheter des choses quand ils complètement savent pas pas. quand ils savent pas ce qui se cache derrière. Et c'est pour ça que c'est important de faire des reportages. C'est pour ça que c'est important de faire des bouquins, d'expliquer, d'essayer de montrer la face cachée de tout ce qu'on peut acheter. Et c'est le cas aussi pour la viande, c'est le cas pour le poisson. Voilà, on n'a pas conscience quoi de ce qui se passe derrière et de notre rôle nous en tant que consommateurs pour essayer de participer le moins possible à tout ça, quoi. Ouais. Et c'est un peu ce que tu expliques aussi dans le livre, c'est il faut faire prendre conscience aux gens effectivement que ça existe, sans blâmer tout le monde en faisant le militant enfin, qui blâme tout le monde absolument. C'est de l'information parce qu'en fait on n'est juste pas au courant et c'est ni de la faute des gens. Enfin, Exactement. à titre individuel, si on se renseigne pas, on n'est pas au courant, En quoi. fait, c'est normal qu'on sache pas parce que les industries, notamment agroalimentaires, font tout pour qu'on ne sache pas. Ouais, Les élevages intensifs, tu peux pas rentrer, c'est pas à l'air libre, c'est dans des bâtiments, tu ne vois pas ce qui se passe, tu es obligé d'y aller un peu de manière clandestine si tu veux savoir ce qui s'y passe. Les abattoirs, c'est des lieux qui sont cachés où tu peux pas rentrer comme ça. Voilà, la plupart des gens restent à la porte. Les méga chalutiers qui massacrent des tonnes et des tonnes, des millions de poissons chaque jour, bah, ça se passe au large, loin des regards, donc on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est toute cette opacité qui permet de perpétuer ce système, tout simplement. ouais, Et c'est ouais, organisé pour clairement. ça. Donc c'est normal que les gens sachent pas. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des lanceurs d'alerte, d'avoir des associations qui filment, qui enquêtent, d'avoir des journalistes aussi qui travaillent. Donc voilà, c'est super important. Quelqu'un qui dit coucou, quel est le titre de ton livre? Ça s'appelle Les lapins ne mangent pas de carottes. Et ça sort Ouais. mercredi en librairie, ce mercredi. Exactement. Et on a user 955 enfin, qui nous pose une question par rapport aux avocats. Il me dit, mais finalement, c'est quoi le rapport avec les avocats? Donc j'imagine pourquoi l'avocat en tant que tel tend à mener enfin, pourquoi est-ce que c'est l'avocat qui anime la guerre finalement au Mexique? Puisqu'il dit, finalement, ça coûte rien ici. Et du coup, quel est le rapport en fait entre tout ça? Parce qu'il y a une énorme il y a une énorme demande pour les avocats, notamment en Europe. Voilà, c'est la mode, hein, les avocados toast, dans toutes les salades Avocat. maintenant on retrouve de l'avocat. Voilà, il y a une grosse mode et donc il y a une grosse demande. Donc, qui dit demande dit argent, qui dit argent dit production, qui dit production dit guerre. Voilà. Et c'est ça qui se passe au Mexique, hein. C'est une conséquence de nos choix de consommateurs, tout simplement. Alors après, il est possible de manger des avocats
qui ont un impact un peu moindre quand même, hein. Il y a maintenant il y a quelques tests qui sont faits en France, je crois, de culture d'avocat. J'en vois des fois au magasin Ouais, des ouais, avocats on voit des avocats originaux France français. maintenant. Donc voilà, en fait, dès qu'on peut, il faut acheter le plus proche possible de chez nous parce que la législation en France est quand même plus protectrice en général de l'humain et de l'environnement que dans la plupart des pays du Sud ou des pays un peu plus pauvres où forcément les choses sont fabriquées dans des conditions beaucoup moins respectables, quoi. Alors ça ne veut pas dire que tout ce qui est fait en France est bien. Par exemple, en France, la grande majorité de l'élevage, c'est de l'élevage intensif. Les porcs, quand tu achètes du cochon, c'est 99% d'élevage intensif en intérieur. Donc, tu as très peu de chances de tomber sur du jambon qui vient d'un élevage plein air avec des animaux qui sont nourris de manière C'est sûr quand naturelle, etc. ça C'est quasiment dépasse les impossible. 95%, c'est compliqué. Ouais. D'ailleurs, on a Gaël Voilà, donc, qui nous demande si on peut parler de l'élevage intensif un petit peu. Je ne sais pas ouais. sous quel prisme, mais si tu veux bien en parler un Bah, petit peu. on peut déjà te donner quelques chiffres. Je ne sais pas si, Ouais, si vous savez combien d'animaux on tue chaque jour en France. Ça, c'est intéressant parce que ça ça peut permet de être, c'est une bonne un, question. Ouais. un peu l'ampleur. On peut demander aux gens dans les commentaires, à votre avis, combien Ouais. d'animaux on tue tous les jours en France pour la consommation dans les abattoirs. Voilà. Je ne sais pas si vous avez une idée, les amis. 2 Je pense que c'est millions. toi qui vas avoir les réponses. 2 Mais... millions dit oui. C'est un drôle de pseudo, oui. 2 millions, 1 million. Ouais, vous n'êtes pas très loin. Vous n'êtes pas très loin, les amis. C'est ça. Alors, non, Manon, tu es très loin. 50 000, tu es très, très en dessous. Mais voilà, tous les autres, vous êtes assez proches. On est à 3 100 millions 000 ici de mon côté. 3 millions par jour. Voilà, c'est ça le chiffre. 3 millions d'animaux sont tués tous les jours dans les abattoirs en France. Une grande majorité sont des volailles. Les volailles, on en tue à peu près 1 milliard tous les ans. 1 milliard par an. Et voilà, et après il y a les porcs, il y a Il faut les. savoir aussi il y a les pourcentages qui sont impressionnants. Je crois que c'est 99% des lapins sont en fait en élevage intensif. Bien sûr. Mais l'élevage intensif est devenu la norme. En fait, pourquoi on n'a pas conscience de ça? Parce qu'on se base sur les animaux qu'on voit à l'extérieur. Donc on se Ouais, dit, quand on prend le train ou la voiture hein, sur l'autoroute, là on longe les prés, ou les gens qui habitent à la campagne le savent, on voit les vaches dehors, on voit des moutons, voilà, on voit des chèvres, on voit les animaux qui sont dehors. Et donc on se dit, bon, bah, ça va, ils sont pas si malheureux que ça, ces animaux, parce qu'ils sont à l'air libre, etc. ouais, Effectivement, la majorité de l'élevage bovin est un élevage où les animaux ont accès à l'extérieur au moins une partie de l'année. Alors certains, une minorité sont à l'herbe toute l'année, mais une majorité a accès au moins à l'extérieur pendant une partie de l'année. Donc c'est vrai, mais l'élevage bovin, c'est une toute petite partie de l'élevage en France. C'est à peine, je crois, 4 et 4, ça doit être à peine 6 millions, 6 ou 7 millions. Faut vérifier parce que je dis tous les chiffres dans le livre et je les ai pas tous en tête parce qu'il y en a beaucoup, mais je crois que c'est à peine c'est pour ça qu'il va falloir vous le procurer, le livre, du coup. c'est à peine quelques millions de vaches qu'on tue chaque année. Alors ça fait bizarre de dire ça, c'est à peine quelques millions. Mais par rapport aux milliards de volailles, par rapport aux dizaines de millions de porcs, etc., c'est très peu. Et en pourcentage de viande, juste le cochon, c'est quasiment la moitié de la viande qu'on consomme en France. En quantité de viande. Juste le cochon. Et les cochons, vous en voyez jamais à l'extérieur. Jamais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est Euh, vrai. la dernière fois que vous avez vu un cochon dehors, franchement, ça doit remonter à un certain temps. Ou alors vous habitez dans une zone très très rurale où des gens ont encore des cochons chez eux, etc. Mais c'est extrêmement minoritaire aujourd'hui. Quand vous allez dans un rayon, un supermarché et que vous achetez du jambon, vous pouvez être sûr à 100% que c'est de l'élevage intensif. Donc c'est ça la réalité de l'élevage aujourd'hui. Et on n'en a pas conscience parce qu'on se base sur les animaux qu'on voit. Mais forcément, les animaux qu'on ne voit pas, on n'a pas conscience de leur existence alors qu'ils sont infiniment plus nombreux, quoi. Voilà. Ok. Et on a Gaël qui dit en Suisse, l'arrêt de l'élevage intensif a été rejeté avec 64% de personnes contre. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Pourquoi en fait? Eh ben, je retiens qu'il y a quand même 46% de personnes pour, Ouais, et que c'est déjà super, et que ça veut dire qu'il y a déjà presque la moitié de la société qui est favorable au fait 36% du coup, mais à 36, putain, pardon, ouais, excuse-moi. ouais. Voilà. J'ai pas fait maths sup, moi. 36%, donc bon, bah écoute, bon, c'est un peu moins bien, mais c'est déjà bien. Non, mais Ouais. en fait, il faut se rendre compte de là où on part, en fait. Oui, c'est ça. C'est des Il y a questions 10 ans, c'était 17, voilà, mais il y a surtout, c'est toujours des ça. questions qu'on ne se posait même pas. Au-delà du résultat, le simple fait qu'on pose la question et qu'il y ait 36% de la population qui soit favorable à interdire l'élevage intensif, c'est déjà une super avancée parce que il y a encore 10, 20, 30 ans, on ne se posait même pas la question. Mm. Ça faisait même pas partie du débat. Donc, Oui, on peut pas en remporter fait, toutes c'est les déjà victoires. ça. Oui, c'est déjà ça. Il faut petit à petit y aller. Il faut
faire prendre conscience aux gens de la réalité de ce que ça veut dire l'élevage intensif, faire prendre conscience de l'impact sur l'environnement, sur les animaux et sur la santé humaine aussi. Parce que manger de la viande qui a grandi dans un élevage intensif, bourré d'antibiotiques, qui a mangé de la merde, qui a été stressé toute sa vie, qui a été abattu dans des conditions horribles, c'est pas bon pour nous non plus, quoi. Et les organismes de santé publique le disent très bien, il faut manger moins de viande, en particulier moins de viande rouge. C'est indispensable, beaucoup moins de charcuterie. L'aspect cancérigène de la charcuterie et de la viande rouge a été officiellement reconnu par l'Agence de santé publique en France récemment. Donc voilà, même pour notre propre santé, pour l'explosion des cancers colorectaux chez les hommes, par exemple, est en bonne partie liée à une trop forte consommation de viande rouge. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir vegan ou doit devenir végétarien. Ça sera jamais le cas. Faut pas se leurrer. Mais par contre, il faut que tout le monde réduise sa consommation. Déjà, réduire la consommation, c'est déjà Oui, super. c'est déjà une avancée. C'est déjà une Exactement. Et avancée. il faut encourager tout le monde, y compris les gens qui font des petites actions. Parce que si tu commences à être un peu dans la culpabilisation, à dire aux gens, non mais il faut absolument arrêter de manger de la viande tout de suite, sinon vous êtes des Bah, salauds. tout de suite, tu Bon, braques. De toute façon, ouais, tu de braques toute les gens, ça façon. ne sert à Ah rien, oui. ça ne marche pas. Donc il faut accepter que chacun y aille à son rythme. Déjà, réduire un petit peu sa consommation de viande, c'est déjà mieux que de ne rien faire. C'est déjà très bien. Et si tout le monde pouvait le faire, eh ben, on arriverait à avancer beaucoup plus rapidement que c'est le cas aujourd'hui. Donc soyons dans la bienveillance et incitons tout le monde à changer les petits trucs de sa vie quotidienne qui peut changer. Ouais. Écoute, si tu as un petit peu de temps, j'ai un dernier sujet, mais sinon, on Bah peut vas-y, arrêter là. finissons le dernier sujet. Moi, j'avais envie de conclure sur un truc un peu plus, plus philosophique Attends, parce que tu pardon, je parles des reprends juste un petit commentaire. Vas-y, vas-y, Hein, vas-y. c'est ça. Vas-y, Quelqu'un qui dit, vas-y. parce que c'est une question qui revient souvent, et si on veut développer son physique sans protéines, ça peut être compliqué quand même. Alors ça, c'est très intéressant. Et je t'invite à te renseigner sur les sportifs de haut niveau vegan, parce qu'il y en a de plus en plus. Joko, Euh, je crois. Pardon? Je crois il y a Joko, non? Alors Djokovic? Djokovic, effectivement, il suit un régime vegan. Les sœurs Williams dans le tennis aussi. Voilà, on peut pas dire que ce soit des gens qui aient des problèmes physiques. Lewis Hamilton, le champion du monde de Formule 1, est vegan. Dans le monde de l'ultra trail ou du marathon, il y a énormément de végétariens et de véganes. Il y a dans le milieu de l'haltérophilie, donc Patrick Baboumian qui avait gagné le titre de l'homme le plus fort d'Allemagne, qui a été champion d'haltérophilie, est vegan. Carl Lewis, qui était une légende olympique de la natation, un Australien qui est décédé maintenant parce que il était champion il y a plusieurs décennies, était vegan depuis son enfance, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais mangé de viande. Carl Lewis, c'est pas la natation, c'est Non, c'est l'athlétisme. ça. L'athlétisme. C'est l'athlétisme, Non, c'est que je confonds avec l'Australien qu'on surnommait l'algue et dont le nom m'échappe, mais qui est dans le bouquin et que vous pourrez retrouver si vous tapez nageur australien vegan sur Google, vous allez le trouver. Ça va me revenir à la fin du live. Un des plus grands champions de l'histoire de la natation qui a gagné plusieurs titres olympiques et qui était vegan depuis son enfance. Donc Carl Lewis, c'est un athlète effectivement qui n'était pas vegan depuis son enfance, qui est devenu vegan au cours de sa carrière et qui est un des plus grands champions américains de l'athlétisme. Et il y ouais. a plein d'exemples comme ça. Donc non, c'est pas Yann Thorpe, les amis. Cyril Gann est vegan depuis peu. Ah, tu vois, ça je savais pas. T'es sûr de ça, Cyril Gann, là, le champion de MMA, il est vegan? Bon, je sais pas, mais Faudra qu'on vérifie la source. Chacun en peut tout aller cas, vérifier. faut regarder le film sur Netflix qui s'appelle The Game Changer, qui est justement un documentaire génial qui suit un champion de MMA qui se blesse et à la suite de sa blessure, il décide de devenir vegan et il raconte justement comment il fait cette transition. Donc tout ça pour répondre à ta question. Il y a plein de véganes dans le sport de haut niveau, y compris dans les sports de combat. Il y a Tyson. Tyson est vegan. Ça, c'est quand même Ah énorme. ouais, Mike c'est quand Tyson. même fou. Ouais, Tu vois. c'est fou. Ouais. Donc bon, quand tu veux développer ton physique, t'inquiète pas, tu peux être vegan sans aucun problème et être un champion de haut niveau. Voilà. Alors tu vois, il y a quelqu'un qui dit dans Gann, il mange plein de viande. Bon voilà, ça m'étonnait aussi parce que j'avais pas entendu qu'il était vegan, Cyril Gann. Mais Murray Rose, voilà. Merci Corentin, c'est ça le nom C'est que lui je voulais mettre. Murray l'Australien. Rose. Ok. Murray Rose, un des plus grands champions de l'histoire de la natation, qui était vegan et qui a été vegan toute sa vie. C'est-à-dire qu'il n'a jamais mangé de Ah, viande. c'est fou Donc ça, voilà, ça ça aussi. c'est vraiment des idées reçues. On peut faire du. Moi je suis pas vegan, hein, je suis que végétarien, c'est-à-dire que je mange encore des œufs et du fromage, mais on peut être un grand champion et être vegan. Voilà. Donc il n'y a Ouais. pas du tout de problème à ça. Du coup, j'allais rebondir sur ça, justement sur ma dernière. Le dernier point, c'est cette idée reçue qu'on a justement de ceux qui sont végétariens ou véganes, et on leur dit voilà, ça c'est une lubie de bobo finalement.
Et en fait, c'est une question que tu reprends dans ton livre. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu le contrastes avec finalement des philosophes il y a bien des années. Et c'est ça que je trouvais intéressant. Si tu veux en Ouais, dire deux mots. complètement. En fait, c'est sûr qu'on dit souvent oui, c'est la mode, c'est un truc de bobo, comme tu dis, d'être végétarien, machin. Bon, en fait, il suffit de regarder l'histoire de l'humanité pour se Mm. rendre compte que, y compris dans l'Antiquité, il y avait déjà tout un mouvement philosophique. Par exemple, le célèbre Pythagore, que vous devez, ça doit parler un peu à tout le monde, Pythagore, parce qu'on l'a un peu tous étudié à l'école avec le Je théorème. pense. En tout cas, j'espère. J'espère. Voilà, Pythagore défendait déjà, donc il y a très longtemps, avant Jésus-Christ, défendait déjà le fait de ne pas manger de viande, de ne pas tuer les autres animaux, parce que, alors lui, c'est parce qu'il croyait à une forme de réincarnation, c'est-à-dire qu'il Ouais. il se disait que l'humain pouvait se réincarner en animal, et donc manger un animal, c'était potentiellement manger son frère, sa sœur, ses parents, etc. Et donc, il y a beaucoup de philosophes grecs qui défendait le végétarisme, le fait de ne pas manger d'animaux. Il y a notamment alors beaucoup plus tard, après Jésus-Christ cette fois-ci, il y a Rousseau, voilà, que vous connaissez sûrement au moins de nom, qui est un des plus grands voilà, philosophes qui a un peu lancé le courant de l'humanisme. Et Rousseau défendait déjà le végétarisme en expliquant que ce n'était pas nécessaire de tuer des animaux pour se nourrir, qu'on pouvait vivre sans et que donc, selon lui, c'était pas éthique de le faire et que c'était simplement une manière de justifier de la violence qui n'était pas nécessaire. Et donc, il y a plein de philosophes, de grands intellectuels au cours de l'histoire, il y a de ça plusieurs siècles voire plus d'un millénaire, voire plus de deux millénaires, qui déjà défendaient cette idée qu'il ne fallait pas faire de mal aux animaux sans justification et que on pouvait vivre en très bonne santé sans manger d'autres animaux. Voilà, donc c'est encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir végétarien ou vegan, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que il faut sortir un peu de ces idées reçues qui consistent à dire que c'est une mode de bobo, que machin, que truc. C'est complètement faux. Et l'histoire le montre, et j'en parle dans le livre. Il y a tout un chapitre là-dessus où je parle de tous ces philosophes, de tous ces penseurs Oui, des temps tu vas anciens. beaucoup plus en détail. Et Euh, d'ailleurs, ce que j'ai, enfin, pardon, je te coupe un petit peu, mais hein. en fait, enfin, moi, ce que j'ai bien aimé, comme ça, t'as mon avis en direct, mais ce que j'ai bien aimé dans le livre, c'est qu'il y a beaucoup de contrastes. C'est-à-dire que, par exemple, là, Ouais, typiquement, sur cette question des philosophes, bah, tu dis que effectivement, Pythagore a eu ce courant-là, mais que derrière, c'est vrai, et ça existait. Aristote, lui, au contraire, il dit que les animaux, c'est bien pas sûr, des êtres qui sont dotés de raison. bien sûr. Tu parles de Descartes qui lui considère que les animaux sont des machines. Donc, en vrai, enfin, c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans le livre, c'est qu'il y a toujours le contraste entre les idées et ensuite ce qui existe aussi d'autres comme courants de pensée ou autres. Et ça, je Bien trouvais sûr, en intéressant. fait, ce débat, il a existé tout au long de l'histoire. C'est ce que je dis dans le livre. Le débat sur le rapport aux animaux et la manière dont il faut se comporter avec les animaux, c'est pas un débat nouveau dans la philosophie, le Ouais, monde intellectuel. Voilà, c'est un mouvement qui a pris de l'ampleur dans la société, mais qui existait déjà il y a plus de 2000 ans. Donc voilà, effectivement, pour Descartes, l'animal n'est rien d'autre qu'une machine. Enfin, une ce qu'il machine. Descartes, Kant aussi défend ça. Voilà, donc il y a eu beaucoup de débats au sein de la philosophie, mais ça fait très longtemps que la question du végétarisme est évoquée au sein de l'humanité, quoi. Et puis il y a Ouais. même eu, maintenant, il y a des travaux qui ont été menés qui montrent qu'il y a même des tribus préhistoriques qui étaient végétariennes. Ah ouais, c'est Contrairement à super. Ah, c'est l'image marrant. qu'on peut avoir, ouais, tout à fait, il y avait des tribus qui étaient uniquement des cueilleurs, qui n'étaient pas des chasseurs, et contrairement à l'image qu'on peut avoir de l'homme préhistorique, forcément, qui est juste un Ouais, qui est carnivore, en train de chasser qui ne son fait que bison. chasser, etc. Voilà. Bah, évidemment, hein, l'homme préhistorique chassait, il y Oui, avait oui. beaucoup de tribus qui faisaient beaucoup de chasse, évidemment, on ne va pas dire le contraire, mais il y avait aussi d'autres pratiques, et puis on a eu tendance à surestimer l'aspect chasseur de l'homme préhistorique, parce que forcément, ce qu'on a retrouvé pendant les fouilles, c'est des ossements. Les légumes, les fruits, au bout de quelques mois, ils ont disparu. Et on les retrouve pas des millénaires après. Les os, on les retrouve des millénaires après. Donc on a eu une vision un peu biaisée en se disant ils étaient très carnivores, etc. Pas forcément. C'était un peu plus complexe que ça. Voilà. Bah, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce live. Enfin, moi, j'étais super content Avec de le faire plaisir. avec toi. Merci à toi. Donc, je rappelle quand même, enfin, on l'a fait parce qu'évidemment, tu sors ton bouquin. Bon, là, c'est à l'envers parce que c'est la caméra du devant, mais bon, vous devez l'acheter pour pouvoir le lire à l'endroit. Mais c'est Les lapins ne mangent pas de carottes. Mais c'est un livre, bah non, mais qui est très intéressant parce que
il déconstruit pas mal d'idées reçues qu'on a sur nos rapports à l'humain, nos rapports à l'homme, aux animaux et aussi à la biodiversité dans sa globalité. Donc c'est intéressant. Il y a pas mal aussi, et c'est pour ça que j'aime bien, c'est parce qu'il y a pas mal aussi de fun facts, enfin non, pas fun, plus de facts, pas fun, mais des facts qui sont intéressants. Il y a des chiffres, des stats, et ça, bah, c'est bête, mais ça permet aussi de mieux comprendre un petit peu ce qui se passe. Et donc, je trouvais ça très intéressant et j'étais hyper content de faire ce live avec toi, en tout cas. Bah, j'étais très content aussi. Merci beaucoup César. Et puis, si jamais vous voulez précommander le bouquin qui sort un mercredi, vous pouvez aller sur mon compte Insta. Dans mon profil, il y a le lien vers le lien de précommande. Et j'ai caché 200 exemplaires dédicacés dans le lot des précommandes. Donc, si vous précommandez le bouquin, vous avez une chance Ah, de mais bah, recevoir parfait. un exemplaire dédicacé. Voilà. Et ben, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Bah, écoute, je crois qu'on va mettre fin à ce petit live qui était Yes. très Merci à tout le intéressant. monde. Merci de nous avoir suivis. Merci pour vos questions. Et puis, c'était super intéressant. Merci à toi, Ouais. César. Bah, merci beaucoup à À tout le monde. bientôt.